Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce numéro de votre émission, le Club de l'Actu, qui vous aide donc à faire une radioscopie des événements majeurs qui ont donc marqué l'évolution de la Guinée cette semaine qui s'achève. Un observateur a lâché cette semaine cette phrase: la Guinée dans le radeau de la Méduse. Alors, un fossé abyssal semble séparer des positions tranchées et figées des camps politiques qui sont comme désormais résolument engagés dans la logique d'une confrontation. Après des journées très agitées dans la capitale guinéenne, soldées par un bilan humain et matériel assez considérable, 3 personnes tuées, dont une par balle selon l'opposition, des dégâts matériels importants. Le gouvernement a appelé en milieu de semaine la classe politique à reprendre instamment le dialogue. L'opposition ne compte pas pour l'instant saisir cette main tendue eu égard donc au non-respect des accords précédents. Elle exige purement et simplement l'annulation du chronogramme qu'elle qualifie de discorde et le gel des activités de la CENI. Alors, des questions qu'on se pose dans cette émission: la Guinée est-elle au bord du précipice? Faut-il craindre des risques d'implosion? Comment sortir du cercle vicieux? Un invité ce soir, qui n'a pas sa langue dans sa poche, monsieur Khalifa Gassama Diaby, il est ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Pour faire le débat, pour interroger monsieur le ministre, nous recevons monsieur Nou Baldé de Guinée Matin. Bonsoir Nou. Bonsoir Bakar. Également sur ce plateau, Lamine Monyouma Sissé de la radio Djigé FM. Lamine, bonsoir. Bonsoir Abakar. Et le co-animateur de cette émission, Mohamed Mara de la radio Espace FM. Mohamed Mara, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à notre invité, monsieur le ministre. Bonne arrivée. Bonsoir, merci bien. Première question, Lamine Monyouma Sissé. Oui, monsieur le ministre, bonsoir. Et l'opposition a manifesté la semaine dernière. Et on a entendu avant la manifestation des discours très belliqueux de part et d'autre, l'interdiction annoncée par le gouverneur. L'opposition, selon les autorités, a défié les autorités en organisant, en maintenant la marche. Et quelle appréciation faites-vous de toutes ces péripéties qui ont débouché à cette manifestation? On doit peut-être préciser que monsieur le ministre a animé au lendemain de ces manifestations une conférence de presse d'ailleurs pour appeler justement à ce qu'on apaise un peu la tension. Est-ce qu'il a l'impression aussi d'avoir été entendu? Bon, ben écoutez, je sais pas si j'ai été entendu. Je rappelle que le point de presse était hier. Écoutez, je pense que ce qui est regrettable, c'est notre incapacité dans ce pays à aborder autrement les problèmes en se servant de l'expérience. Cette situation de manifestation, j'ai déjà eu l'occasion de donner ma position là-dessus. Je dis que légalement, c'est un fait, parce que quand on parle aussi, quand on prend la parole publique, on doit aussi être fidèle à un certain nombre de règles. Légalement, les délégations spéciales sont illégales. Au regard du droit, 5 ans, après 5 ans, vous renouvelez. Ça, c'est le fait juridique. Pour ce qui est du processus au niveau des manifestations, s'il n'y avait pas, comme vous l'avez dit, des tendances belliqueuses dans ce pays, ces rapports de défiance, de force, l'opposition, alors j'ai entendu dire, certains dire, aucun article dans la Constitution nous impose d'écrire au gouverneur. Je leur rappelle que les lois sont faites par les textes et par l'esprit. Nous savons que les autorités locales sont une partie de la souveraineté nationale et du pouvoir central. Nous savons aussi qu'en cas de défaillance, les collectivités locales ont ce qu'on appelle une hiérarchie de tutelle. Si l'opposition considère que les délégations spéciales ne méritent plus recevoir une information, une lettre d'information, puisque je rappelle sur le plan juridique que manifester, lorsque vous voulez manifester, vous informez l'autorité. Ce n'est pas un régime d'autorisation, c'est un régime d'information, de déclaration. L'opposition aurait fait preuve de bonne foi en écrivant à l'autorité centrale de tutelle des collectivités locales à Conakry, c'est-à-dire le gouverneur, en leur disant « Nous avons décidé de ne pas informer les délégations spéciales, mais puisque nous sommes attachés quand même, non seulement à la paix sociale, à la cohésion des institutions, nous vous informons, vous,
Il vous revient à vous de prendre votre responsabilité en assumant ce que les délégations spéciales ne peuvent pas assumer. En ne faisant pas cela, l'opposition elle-même s'inscrit dans cette logique de défiance, dans ce rapport de force qui détruit ce pays. Parce que de toute façon, on pourrait prendre le temps qu'on voudrait, on pourrait continuer à se taper dessus, à s'insulter, chacun en restant dans ses positions. Je prends ici le pari qu'on finira par dialoguer. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre issue à cela. Donc le premier constat, c'est un constat de regret, de tristesse. Parce que ces désaccords politiques, ces perspectives belliqueuses produisent des drames dans des familles, des tristesses et des chagrins dans des familles. Et il n'y a aucune raison dans notre pays que nous soyons fiers de cela, au contraire. Alors, moi j'aimerais apporter d'abord un petit commentaire, juste avant de poser une autre question à Monsieur le ministre. Je veux quand même remarquer que le ministre a dit juste en disant que les délégations spéciales sont illégales. Peut-être une mise au point, c'est que j'entends très souvent la classe politique dire l'ensemble, d'accord, des mairies aujourd'hui à leur tête ont des délégations spéciales. Ce qui n'est pas vrai, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a des maires ou des mairies dans lesquelles effectivement, en fait, soit les anciens maires sont restés ou sont décédés ou ont été remplacés, mais selon des formes, même si, c'est vrai, les délais ou plutôt les mandats aujourd'hui sont caducs. Maintenant, ce que je veux faire remarquer, c'est l'autre côté. C'est vrai que l'opposition, très clairement, s'est installée dans l'illégalité parce que sa démarche absolument est soumise, monsieur le ministre l'a dit, au régime de déclaration, selon l'article 10 de la Constitution d'ailleurs, qu'elle ne cesse de réclamer. Parce que ce même article 10 précise qu'il faut non seulement déclarer, mais aussi que ces manifestations-là soient encadrées selon d'autres règles, selon d'autres textes de loi et règlements. Or, on sait que ces textes de loi et règlements aussi existent en République de Guinée. Maintenant, il faut aussi voir l'autre face, ou plutôt la face de la pièce. C'est le côté gouvernemental. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Parce qu'il est quand même de la responsabilité de l'État, et je veux dire plus précisément du gouvernement quand même, de nous amener aujourd'hui à sortir de cette transition qui dure quasiment depuis fin 2008. Parce que comment aujourd'hui on peut me dire qu'il faut aller à des élections présidentielles, c'est-à-dire boucler complètement la transition, alors que les élections générales en réalité n'ont pas pris fin? Comment le président de la République peut demander aujourd'hui un deuxième mandat aux Guinéens alors que les élections locales qui étaient censées boucler cette période-là n'ont pas eu lieu? Moi, je me pose quand même ces questions aujourd'hui. Maintenant, de l'autre côté, une chose apparaît un peu plus clairement, on en parlait depuis quelque temps, mais cette fois-ci, on l'a constaté sur le terrain. Sérieusement, c'est ce phénomène de manifestants et contre-manifestants qui a abouti à des violences, que ce soit au siège de l'UFR, mais aussi à Koza et dans plusieurs quartiers de Conakry. Ouais. Monsieur le ministre, quelle est votre perception quand vous voyez ainsi que le combat politique descend au niveau microscopique des grains ou des jeunes dans les quartiers qui s'opposent avec des machettes, avec des pierres? Il était d'ailleurs sur le terrain. Est-ce que cela vous interpelle spécifiquement à l'occasion de ces manifestations avec le ministre de la Sécurité pour des messages de sensibilisation? Écoutez, malheureusement, dans ce pays, on a l'impression que ceux qui prêchent la médiation, ceux qui prêchent la fraternité, ceux qui prêchent la paix, on a l'impression que ce sont des naïfs. On a l'impression que ce sont des utopistes. On les regarde parfois du haut en leur disant « ils ne comprennent pas, il faut y aller avec le marteau, il faut y aller avec les bulldozers ». On n'a pas d'alternative possible pour ce pays que de prêcher ce qui est absolument incontournable si on veut construire une nation, si on veut construire un peuple. Ces phénomènes de contre-manifestation, d'abord, c'est une illégalité manifeste. Aucun citoyen n'a le droit de s'autoriser la liberté d'aller s'opposer à d'autres groupes de citoyens, même si ces groupes de citoyens sont dans l'illégalité. Aucun citoyen n'a le droit de faire cela. Nous avons connu ces phénomènes où des groupes de citoyens sont allés dans des communes, dans la cour d'une commune, en s'autorisant le droit de venir apporter son secours au service de sécurité. C'est illégal, c'est injustifiable, c'est dangereux. Parce que, évidemment, on pousse les gens à affronter, à créer une situation d'affrontement entre des groupes de civils. Je crois que l'État est la seule entité
qui a la responsabilité de protéger l'ordre public à travers ses services de sécurité. Il ne revient à aucun groupe de citoyens, quelles que soient ses appartenances, à s'autoriser ce droit. Mais il y a aussi derrière, il faut le dire, par des discours, par des attitudes, ceux qui peuvent se prêter à ce genre de phénomène. C'est dangereux pour ce pays. Je crois qu'il faut qu'on continue, même si c'est difficile, à prêcher l'apaisement, à prêcher la paix, parce qu'il n'y a pas d'autres issues pour notre pays si on veut évidemment qu'il sorte de cette impasse politique où nous recommençons perpétuellement des crises, parce que nous sommes incapables de dialoguer. Chacun reste enfermé dans ses dogmes, dans ses idéaux, parfois même dans ses caprices. Les Guinéens ont demandé quelque chose à leurs responsables politiques et publics, y compris d'ailleurs la société civile, c'est de leur permettre d'avoir accès à un environnement de fraternité, de paix et de liberté. Ça, c'est un devoir pour nous. Et ce qui est manifeste en ce moment, c'est qu'ils sont apeurés, ils ont peur. Lorsque l'opposition annonce des manifestations, les gens ont peur. C'est pour ça que j'ai lancé un appel à l'opposition en leur disant de surseoir aux manifestations, parce que par l'expérience, on ne peut plus dire que les manifestations sont pacifiques. Parce que lorsqu'elles ont lieu, elles sont accompagnées de lots de violence qui endeuillent les familles, qui attristent les familles. On ne peut pas faire semblant de ne pas constater cela en continuant à utiliser. Il faut que les mots aient un sens dans ce pays. On ne peut pas continuer à parler de pacifique quand on parle de mort. Et cela arrive chaque fois. Il faut bien qu'on se retrouve autour de la table et qu'on discute, même si on n'est pas d'accord. C'est ce que les Guinéens attendent de nous. Donc, Monsieur le ministre, vous demandez à l'ensemble des acteurs donc, de renouer le fil des dialogues. Mais vous savez, des séances certaines, forcément, parce que vous êtes un acteur majeur de la vie nationale, que les positions sont assez tranchées. L'opposition campe sur ses préalables à la reprise du dialogue, et à savoir le gel des activités de la CENI et l'annulation du chronogramme. Et ce que le camp d'en face ne souhaite pas, ne l'entend pas pour l'instant de cette oreille. Pensez-vous que aujourd'hui, il y a vraiment les cloisons sont vraiment étanches pour ne pas aller en dialogue? Alors, je fais un schéma. Supposons qu'il soit impossible de dialoguer. Ben, on périra ensemble. Est-ce que les Guinéens l'accepteront? Non. C'est parce que justement les positions sont tranchées que le dialogue devient indispensable. Je crois qu'il faut donner cet espoir à nos compatriotes en leur disant que de toute façon, on finira par dialoguer. Ce que je dis, c'est que mieux vaut tôt que tard, et qu'il faut y aller plus tôt pour éviter et préserver des vies humaines, des dignités humaines. On dialoguera. On dialoguera. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On va continuer à installer un climat de peur, de violence, de frustration, d'humiliation, de méfiance réciproque. D'abord, par des gens qui considèrent qu'il n'y a que la force pour régler les problèmes. Nous sommes une société en transition, pas mûre pour la culture démocratique. Et si nous voulons rentrer en démocratie, il nous faut d'abord apprendre à dialoguer. C'est vrai, les positions sont tranchées, mais je vous le dis ici, on n'a pas d'autre choix. Ce sur quoi nous plaidons, c'est de le commencer le plus tôt possible et d'éviter à nos compatriotes cette situation de détresse. Alors, que doit faire l'opposition? Elle doit abandonner l'idée de préalable et elle doit donc, dans ce cas, rejoindre tout de suite la... Je crois que l'opposition, et je l'ai lancé hier à mon point de presse, je crois qu'il faut aller au dialogue. Les préalables doivent être les points du débat, du dialogue, et qu'il faut sortir, et du côté de la mouvance, et du côté de l'opposition, il faut sortir des préalables, se retrouver autour du table, et qu'il n'y ait pas de sujet tabou, qu'il n'y a pas de paramètres tabous, mais de préalable en préalable, les Guinéens attendent de quoi? De leurs responsables politiques, pendant qu'on est en train... Écoutez, je le disais l'autre jour avec vous, lorsqu'on annonce des manifestations, lorsqu'il y a des violences, quels sont ceux qui subissent ces violences? Ce n'est pas nous. Nous avons des villas, nous avons des gardes du corps.
Ce sont les citoyens ordinaires qui les subissent, qui payent le prix de ces violences. Nous avons ce devoir moral de les épargner des violences parce que de toute façon, en plus, on finira par se retrouver autour de la table. Donc autant le faire sauf si on a décidé de brûler le pays. Et si c'est le cas, qu'on nous informe et puis comme ça qu'on passe à autre chose. Bien, allez-y, nous. Je voudrais quand même partager, je dirais entièrement, les propos du ministre parce qu'effectivement... Et ne faites pas trop ça parce que... Non, je dis entièrement parce qu'effectivement, il m'est arrivé de le dire ici, je pense, sur votre plateau, effectivement, qu'on n'a pas besoin de sacrifier d'autres vies humaines. On a d'autres méthodes, on a d'autres moyens, notamment ceux qui sont à l'Assemblée nationale d'aujourd'hui, de quitter, de démissionner et de paralyser, n'est-ce pas, cette institution pour se faire entendre. Mais je voudrais quand même... Quelle marge de manœuvre pour J'ai parlé tantôt de l'Assemblée nationale, on avait parlé aussi de la CENI. Au-delà, les députés peuvent quitter l'Assemblée nationale. C'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont pas fait. Pour se faire entendre, M. Baldé, ils ont suspendu leur participation aux activités de l'Assemblée nationale. Ça ne les empêche pas de voyager. Vous avez suivi récemment M. Aliou Condé de l'UFDG qui était en Afrique du Sud. D'accord. Et de l'autre côté, n'oubliez pas que ces députés encaissent les rémunérations mensuelles, 15 millions de francs guinéens par mois. Tout ça n'est pas sacrifié. La CENI, ils y sont. Je pense qu'ils ont la possibilité de paralyser ces institutions parce que s'ils démissionnent, c'est quand même 49 députés. L'UPG de Jean-Marie Doré avait donné sa voix d'accompagner l'opposition. Ça fait quand même 51 députés. C'est le conseil que Lansana Kouyaté avait donné. Oui, mais c'est pas l'opposition suffisante pour se faire entendre ou faire aboutir ces revendications. C'est quand même. Mais la question, c'est quand même un moyen de pression, je pense, qui est moins douloureux pour la population guinéenne que les sacrifices humains que nous enregistrons. On a parlé d'une marche qu'on banalise même, où il y a 3 morts. Rien n'est encore sur la table. On ne sait même pas sur quoi on va discuter. On a suivi les acteurs politiques. L'opposition tient coûte que coûte à ce qu'on applique. Et là, moi, je la comprends très sincèrement. C'est-à-dire qu'au lieu de se retrouver autour d'une table, on applique d'abord les accords obtenus. C'est-à-dire qu'il y a des choses à faire, on les fait. Et après, on peut se retrouver pour peut-être continuer le chemin. Mais l'opposition a des moyens de pression qui ne consiste pas quand même d'envoyer les enfants dans la rue. La question aujourd'hui, nous, c'est comment renouer le fil des dialogues. Je pense que vous permettez, on pose la question au ministre. Parce que, comment... Je pense que vous avez posé la question au ministre, sauf que le ministre pourrait se prononcer peut-être sur cette proposition de l'opposition. Pourquoi le gouvernement n'appliquerait pas le peu d'engagement qui est déjà là, les accords qui sont là, la loi, et peut-être même ce qu'on peut accepter comme étant une pratique normale, le cycle normal des élections. Il y a eu des élections présidentielles en 2010, des législatives en 2013. Pourquoi M. Alpha Condé va demander le suffrage des Guinéens sans finir le cycle des élections générales? Puisqu'il va pour gagner ou perdre, s'il perd, c'est qu'il aura perdu sans jamais pouvoir terminer le cycle des élections. Monsieur le ministre. Nous, est très passionnés. D'abord, je ne pense pas que votre proposition, je suis heureux de constater que vous partagez mon avis sur le fait que les manifestations soient nuisibles pour notre pays. Elles créent de la violence, elles installent un climat de peur et de détresse dans notre pays. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est d'abord la première responsabilité de l'ensemble des acteurs politiques et publics de faire ce constat et de ne pas tourner le regard en continuant à annoncer aux Guinéens manifestations pacifiques. Elles ne le sont plus. Parce qu'il y a des familles après le Pacifique qui pleurent. Donc, et des pertes économiques aussi, il ne faut pas qu'on... Tout à fait. C'est un lot, évidemment, avec les conséquences sociales. Je ne souhaite pas non plus qu'il y ait qu'au bout de l'Assemblée nationale. Il faut aller dialoguer. Il faut saisir tous les lieux de rencontre pour débattre, discuter. Mais et attendez. Pour quelle raison? Attendez. Si on trouve des solutions qui ne sont jamais appliquées. Attendez. Parce que la crise de confiance, la fracture, elle est oui, grande. Mais je vais aller au bout du raisonnement. Vous savez, si nos problèmes n'étaient pas difficiles, c'est difficile. Mais évidemment, quand c'est difficile, on a deux choix. Le chemin de l'impasse
ou celui forcément de l'espoir, même si il est jonché d'épines? C'est la discussion. Ou alors on se dit, puisque ça n'avance pas, on casse tout. On se tape dessus. D'accord? Et évidemment, plus il y a de violence, plus ce fossé s'agrandit, parce que plus les frustrations, les injustices, les tristesses, les chagrins se rajoutent déjà aux problèmes anciens. Je vais vous rappeler une chose. En 2010, le mandat des élus locaux prenait fin, ou avait pris fin. L'ensemble des acteurs politiques s'étaient associés pour passer à autre chose. Parce que, à l'époque, c'est les présidentielles qui leur semblaient importants. Si ce que la plupart des pays ont fait pour mener leur transition, ils ont commencé par les élections locales, législatives, et puis on installe les présidentielles. On est allé aux présidentielles. À l'époque, tout le monde savait que ces élus arrivaient à la fin de leur mandat. Ce pays, ce qui est assez étonnant... Mais là, il y avait une urgence. Oui, non, attendez. Un mandat dépassé d'un an, c'est pareil que 2 ans ou 3 ans. Oui, mais il y avait un putsch, c'est les militaires qui étaient au pouvoir. Il fallait quand même aller vers une... On est d'accord que c'est une analyse politique. C'est pas une analyse juridique. C'est politique. Ce que vous dites là, hein, qui peut avoir sa pertinence, mais elle est politique. Juridiquement, rien n'empêchait de commencer par les élections communales et monter jusqu'à la fin. Ce que d'autres pays ont fait en phase de transition. Nous avons fait un autre choix. On voulait avoir Gassama comme ministre. Non, non. Il fallait avoir un président démocratiquement élu. Bon, et voilà. Et, alors, qu'il y ait des impasses, qu'il y ait des difficultés, j'en conviens. Mais ce sur quoi nous devons débattre en Guinée, et que chacun prenne position clairement. Est-ce que nous pensons que la solution est dans la violence ou dans la non-violence? Supposons que tout ce que vous dites soit ainsi. On fait quoi? On se tape dessus pour obtenir ce qu'on veut? Non. On discute. On rediscute. On rediscute. Jusqu'à ce que on soit entendu. Et surtout, parier sur la force de la persuasion et des arguments. Convaincre. Continuer à discuter. Mais si on se lasse, parce qu'un premier dialogue n'a pas abouti, je peux vous dire qu'il y a des pays qui ont connu des transitions longues et qui ont fait des dizaines et des dizaines de dialogues, de débats. Nous devons trancher ce dilemme en Guinée, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je fais partie de ceux qui croient qu'on ait raison ou qu'on ait tort. Il n'y a pas d'autre voie possible que celui de se retrouver et de parler pour essayer, si on pense au pays, pour essayer d'aller de l'avant. Mais si il y a ceux qui pensent que la violence peut avoir une possibilité de solution pour ce pays, qu'ils l'assument et qu'ils le disent, parce que l'absence de dialogue, la confrontation dans l'espace public, c'est vraiment le nid de la violence. Et ça, je peux vous assurer que nos concitoyens n'en peuvent plus. Monsieur le ministre, vous appelez surtout l'opposition et tous les acteurs à rejoindre la table de dialogue, mais ne pensez-vous pas que le minimum qu'on puisse, le minimum de garanties ou de concessions qu'on puisse faire à cette opposition pour qu'elle retourne autour de la table de dialogue, c'est au moins de demander à la CENI d'arrêter ces activités, parce que ce dont il est question, ce sont ces activités qui doivent concourir à l'organisation des élections qui sont en jeu. Vous ne pensez-vous pas que le minimum qu'on puisse faire pour calmer les ardeurs de cette opposition, c'est de demander à la CENI de stopper ces activités momentanément? Je crois qu'il voulait parler. Oui, je voulais juste dire quelque chose. Oui. Moi, à mon avis, il y a un calendrier électoral qui est établi par la CENI. Mais qui fait polémique. Oui, et qui n'est pas partagé par l'ensemble des acteurs de la CENI. On connaît la vice-présidente de la CENI, par exemple, qui a dit qu'on nous a influencé. Vous allez souffrir de Sékou Touré et qu'on a tout changé. Ce qui n'a jamais été prouvé. Alors, maintenant, mais ce qui a été dit est soutenu. Oui, ça a été dit, mais ça a été dit. À visage découvert de gens qui ont animé une conférence de presse. Ça a été dit, vous l'avez soutenu, mais ça n'a jamais été prouvé. Donc, je ne peux pas parler
je ne peux pas commenter les spéculations. Alors, ce que je voudrais dire, le calendrier électoral a été établi et jusqu'à preuve le contraire, l'opposition n'a jamais contesté le calendrier de la présidentielle, qui est la date fixée le 11 octobre. Alors, non, mais l'opposition parle d'inversion. Attendez maintenant, oui, ouais. je vais finir là. Allez-y. Le calendrier que la CENI est en train d'exécuter maintenant, c'est dans les perspectives des élections présidentielles du 11 octobre. Alors, si l'opposition demande à la CENI de suspendre ses activités, cela voudrait dire qu'il ne faut pas tenir les élections à la date, les élections présidentielles à la date du 11 octobre. Et pourtant, l'opposition s'était prononcée en faveur de la tenue des élections. Permettez-moi, je vais aller au bout de mon raisonnement. Alors, je dis bien, l'opposition, jusqu'à preuve le contraire, je l'ai dit et je le réitère, l'opposition ne s'est jamais opposée à la date du 11 octobre comme étant la date de la tenue des élections présidentielles. Alors, le calendrier qui est en train d'être exécuté aujourd'hui par la CENI, c'est le calendrier dans les perspectives de l'organisation de cette élection, de ces élections présidentielles. Demandez à l'opposition, et ce calendrier obéit à un temps, parce que c'est défini dans le temps. Demandez à la CENI de suspendre ses activités. Cela ne voudrait pas dire, cela ne signifie pas que les élections ne doivent pas se tenir à la date du 11 octobre. Et qu'est-ce qu'on va se passer finalement? Alors moi je voudrais, non je ne contribue pas, au contraire vous ne comprenez pas. Je suis très clair. Il fait partie d'un chronogramme qui comporte deux élections. On ne parle pas de communal, la CENI ne parle pas de communal. Le calendrier c'est le calendrier. Alors je pose ma question. Alors je pose ma question, mais avant de poser ma question, je voudrais faire quelques remarques importantes si vous voulez. Alors il y a chose Mara qui a parlé tout à l'heure des élections, de la fermeture de la transition avec les élections présidentielles qui arrivent le 11 octobre. Mais moi, à mon avis, local. Qui devrait, oui, c'est vrai, épuiser le calendrier des élections, c'est une très bonne chose, mais cela n'a rien à voir avec la transition. La transition, c'est avec les élections de la République et ce qui est constitutionnel. Tout ce qui était prévu par la Constitution sont aujourd'hui mis en place. C'est normal. Je dis c'est normal. Alors là, pas du tout. Je ne suis pas d'accord. Oui, je n'ai pas dit pour que tu sois d'accord. Moi, je ne parle pas pour que tu sois d'accord, sinon on ne serait pas là. Je n'ai pas dit. Non, j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. Voilà, parce qu'il y a des contre-vérités qui manifestent dans ce qu'il est en train de dire. D'accord. Maintenant, deuxième chose. Alors, je vais poser la question tout à l'heure au ministre. D'abord, je parle de nous, le respect des accords. Oui, l'accord qui a été signé, l'accord entre le pouvoir et l'opposition, le principal, c'était changer le partenaire, l'opérateur technique. L'opérateur technique a été changé à la satisfaction de tout le monde. Sauf que l'opposition a dit qu'elle n'a pas été informée. Mais je suis là, attendez, je suis l'actualité autant que vous, je suis tout le temps là. J'écoute les acteurs politiques de tous les bords. Je voudrais vous dire. Sauf que vous étonnez l'ami. Vous dites que l'opérateur a été choisi. Heureusement que je suis imperturbable parce que je reste. Par l'acteur de. Heureusement que je suis imperturbable. Ça n'a jamais été. L'opposition ne s'est jamais opposée au choix du nouvel opérateur technique. Au contraire, l'opposition dit qu'elle devait être au préalable informée du recrutement du nouvel opérateur. C'est ce qui a été dit par l'opposition. Alors, ce que je voudrais dire aujourd'hui, ma question maintenant pour la société civile, ma question pour le ministre. Ma question pour le ministre. La question pour monsieur le ministre. Ma question pour le ministre. Aujourd'hui, il y a une crise de confiance qui a été évoquée ici et ailleurs. Et on demande aujourd'hui l'implication de la communauté internationale. Est-ce que, monsieur le ministre, il y a une nécessité de faire appel à un médiateur international pour concilier les positions? Ou peut-être poser la question autrement. Non, vous ne pouvez pas poser la question autrement. Accepter une intervention, une médiation internationale et continuer à sacrifier les vies humaines. Qu'est-ce qu'il faut choisir? C'est pas ma question. Ma question, elle est claire. Monsieur le ministre, est-ce que... reformuler ta question. Non, vous ne pouvez pas reformuler ma question, s'il vous plaît. La société civile guinéenne, de laquelle est issue d'ailleurs monsieur le ministre. Allez-y, monsieur le ministre, on lui laisse la parole. Pourquoi est-ce que la société civile? Je pense que la société civile, elle est politisée. Très généralement, s'exclut d'elle-même à ce moment par des querelles futiles. Il y a tellement de plateformes, tellement de groupes, alors qu'elle est absolument indispensable à ce pays, vu cette espèce de phénomène qui consiste... Et d'ailleurs, on ne le sait pas suffisamment à quel point la société civile est utile, parce qu'elle est là justement pour amoindrir les effets du politique dans l'espace public. Donc on peut parler de faillite de la société civile. Il y a une forme de faillite, puisqu'on voit l'absence sur le terrain. Le rôle de la société civile est justement de faire entendre à nos concitoyens d'autres mots.
d'autres préoccupations que les mots et les préoccupations politiques et parfois même politiciens. Je veux dire, pour la médiation internationale, je pense que pour notre honneur et notre dignité, il serait souhaitable que nous soyons capables de parler entre nous, de se comprendre, de trancher nos problèmes entre nous.